Pomegranate Seed 1932, nouvelle d'Edith Wharton, traduction française de Denise Hersan pour Fiction, sous le titre La proie du nombre, dans Fiction spéciale numéro 7, Histoire de terreur, mai 1965. Edith Wharton, La proie du nombre. Charlotte Ashby s'arrêta sur le seuil de sa porte. C'était la fin d'une belle journée de mars. L'obscurité commençait à tomber et le bruit de la rue se faisait plus intense. Charlotte resta un moment immobile dans le vestibule vieillot aux dalles de marbre avant d'introduire sa clé dans la serrure. Dans l'appartement, les rideaux encadrant la porte vitrée ne laisseraient filtrer qu'une lumière très douce à travers laquelle aucun détail n'apparaîtrait. C'était l'heure où, pendant les premiers mois de son mariage, Charlotte appréciait tout particulièrement le retour dans cette maison paisible située dans une rue peu passante de New York. Le contraste entre l'infernal vacarme de la ville, son aveuglant déploiement de lumière, ses rues embouteillées, ses immeubles surpeuplés, et ce calme sanctuaire causait toujours à la jeune femme une émotion profonde. Au cœur même de la tempête, elle avait trouvé son havre. Du moins, elle le croyait. Mais depuis quelque temps, les choses avaient changé. Désormais, elle hésitait toujours sur le pas de sa porte et devait faire effort pour rentrer chez elle. Debout dans le vestibule, elle évoqua le décor qui l'attendait à l'intérieur, l'entrée aux murs couverts de gravures anciennes, l'escalier en échelle qui menait au premier étage, la longue bibliothèque de son mari, aux étagères remplies de livres et de pipes, et dont les vastes fauteuils usagés invitaient à la méditation. Comme Charlotte avait aimé cette pièce. Et, à l'étage supérieur, son propre boudoir dont, faute d'argent, l'ameublement et les tentures n'avaient pu être changés depuis la mort de la première femme de Kenneth, mais auquel Charlotte avait su donner un cachet personnel en apportant des livres, une lampe, des bibelots. Lors de l'unique visite qu'elle eût jamais faite à la première Mrs. Ashby, personne hautaine et égocentrique qui ne lui inspirait guère de sympathie, Charlotte avait éprouvé en entrant dans cette pièce intime un sentiment d'innocente envie. C'était exactement le boudoir qu'elle aurait aimé posséder. Et voici que, depuis plus d'un an maintenant, ce boudoir était devenu son domaine, le refuge vers lequel elle se hâtait lorsque tombait la nuit, où elle s'asseyait pour lire au coin du feu, faire sa correspondance ou corriger les devoirs de ses beaux enfants, jusqu'au moment où elle entendait le pas de son mari dans l'escalier. Parfois, des amis venaient lui faire une petite visite, mais le plus souvent, elle était seule et elle en éprouvait une grande joie, car c'était une autre façon de se sentir avec Kenneth, de se remémorer ce qu'il lui avait dit en partant le matin, d'imaginer les mots qu'il prononcerait en rentrant quand, après avoir monté l'escalier 4 à 4, il la trouverait seule et l'attirerait à lui pour l'embrasser. Mais désormais, elle ne pouvait penser qu'à une seule chose,
la lettre qu'elle trouverait ou ne trouverait pas sur la table de l'entrée. Tant qu'elle n'avait pas constaté la présence ou l'absence de cette lettre, son esprit ne pouvait s'attacher à rien d'autre. L'enveloppe qui contenait la lettre était toujours la même, une enveloppe carrée de couleur grise portant les mots Mr. Kenneth Ashby, tracés d'une écriture ferme mais à peine perceptible. Dès le début, ce contraste avait frappé Charlotte. L'adresse était toujours rédigée comme si l'encre avait fait défaut, ou comme si la main de la personne qui écrivait avait été trop faible pour tenir la plume. Chose curieuse encore, tout assurée et virile qu'elle parut, l'écriture était incontestablement féminine. Il est souvent difficile de reconnaître à première vue si telle ou telle écriture appartient à un homme ou à une femme. Dans le cas présent, aucun doute n'était possible. L'enveloppe ne portait jamais que le nom du destinataire. Il n'y avait pas d'adresse au verso et la lettre n'était pas affranchie. Quelqu'un, mais qui, devait la déposer dans la boîte aux lettres où la femme de chambre la prenait en venant fermer les volets et allumer la lampe. C'était toujours le soir, à la tombée de la nuit, que Charlotte la trouvait là, posée sur la table. Elle pensait à la lettre au singulier, parce que, bien qu'il en fût arrivé plusieurs, 7 très exactement, depuis son mariage, ces lettres étaient toutes si semblables qu'elles se confondaient dans l'esprit de Charlotte pour devenir une seule lettre, la lettre. La première était arrivée le jour où Kenneth et Charlotte rentraient de leur voyage de noces aux Antilles qui avait duré plus de 2 mois. En pénétrant dans la maison ce soir-là, assez tard car ils avaient dîné chez la mère de Kenneth, Charlotte avait vu l'enveloppe grise posée, seule et bien en évidence, sur la table de l'entrée. Dès que son regard était tombé sur la lettre, elle avait pensé « Tiens, j'ai déjà vu cette écriture-là », mais sans pouvoir se rappeler où elle l'avait vue. Le souvenir était juste assez précis pour lui permettre de reconnaître l'écriture chaque fois que celle-ci s'imposait à elle sur la même enveloppe pâle. Mais ce soir-là, elle n'aurait guère prêté attention à cette lettre si, au moment où son mari la découvrit, elle n'avait par hasard regardé de son côté. Tout s'était passé en un éclair. Kenneth, ayant vu la lettre, avait tendu la main pour la saisir, l'avait approchée de ses yeux myopes pour déchiffrer l'écriture indistincte. Puis, brusquement, il avait lâché le bras de Charlotte et, tournant le dos à celle-ci, s'était dirigé vers la lampe. La jeune femme s'était attendue à ce qu'il dît quelque chose, ou du moins à ce qu'il ouvrît la lettre. Mais sans un mot, Kenneth avait glissé l'enveloppe grise dans sa poche et suivi Charlotte dans la bibliothèque. Tous deux s'étaient assis au coin du feu pour fumer leurs cigarettes et Kenneth était resté silencieux, la tête appuyée contre le dossier de son fauteuil, les yeux fixés sur l'âtre d'un air de sombre méditation. Puis, un moment plus tard, se passant une main sur le front, il avait dit « Tu ne trouves pas qu'il faisait terriblement chaud chez ma mère ce soir ?
j'ai l'impression que ma tête va éclater. Cela t'ennuierait que j'aille me mettre au lit? Voilà comment les choses s'étaient passées la première fois. Depuis lors, Charlotte n'avait jamais été présente au moment où son mari prenait la lettre. Celle-ci arrivait généralement avant le retour de Kenneth et Charlotte montait chez elle en la laissant sur la table pour que son mari l'y trouvât. Mais même si elle n'avait pas vu la lettre, elle aurait su qu'il y en avait une d'après le changement qui se produisait sur le visage de Kenneth lorsqu'il venait la rejoindre, ce que, ces soirs-là, il faisait rarement avant l'heure du dîner. De toute évidence, quel que fût le contenu de la lettre, il désirait être seul pour en prendre connaissance. Quand il retrouvait sa femme, c'est à peine s'il était conscient de sa présence. Il semblait vieilli de 10 ans et privé de tout courage. Généralement, il gardait le silence pendant tout le reste de la soirée ou, s'il prenait la parole, c'était pour faire une critique sur l'organisation de la maison, suggérer un changement de domestique, demander un peu nerveusement à Charlotte si elle ne trouvait pas la nurse de Joyce trop jeune et plutôt écervelée, ou si elle-même veillait toujours à ce que Peter, qui avait la gorge fragile, fût suffisamment couvert pour aller à l'école. En de pareils moments, Charlotte ne pouvait manquer de se rappeler les avertissements que ses amis lui avaient prodigués lorsqu'elle leur avait annoncé son mariage avec Kenneth Ashby. Épouser un veuf au cœur brisé, n'est-ce pas un peu risqué? Vous savez qu'il était entièrement sous la domination d'Elsie. Et ses propres réponses, faites sur le ton de la plaisanterie. Il sera sans doute heureux de goûter désormais un peu de liberté. À ce point de vue-là, elle avait eu raison. Au cours des premiers mois de leur mariage, elle n'avait eu besoin de personne pour savoir que Kenneth était parfaitement heureux avec elle. À leur retour de ce long voyage de noces, les mêmes amis lui avaient demandé « Qu'avez-vous donc fait à Kenneth? Il a rajeuni de 20 ans. » Et d'un ton léger, elle avait répondu « Je pense que j'ai réussi à le tirer de l'ornière. » Quand les lettres grises commencèrent à arriver, Charlotte fut moins frappée par les critiques dont son mari l'accablait, car à vrai dire, celle-ci semblait toujours émise contre sa volonté, que par l'expression de son regard lorsqu'il venait la rejoindre après avoir trouvé une de ses lettres. Ce n'était pas un regard hostile, ni même indifférent. C'était le regard d'un homme si éloigné de la vie courante que les objets les plus familiers semblaient lui être devenus étrangers. Charlotte redoutait ce regard plus encore que le parti pris dont Kenneth faisait montre à son égard. Bien qu'elle fût certaine dès le début que l'écriture tracée sur les enveloppes grises était celle d'une femme, elle mit un certain temps à associer les mystérieuses lettres à un secret d'ordre sentimental. Elle avait trop confiance en l'amour de son mari, elle était trop sûre de remplir sa vie pour se laisser aller à semblables pensées. Ces lettres qui, certes, ne semblaient causer à Kenneth aucun plaisir sentimental, devaient s'adresser à l'avocat réputé, plutôt qu'à l'homme lui-même. Elle venait sans doute
d'une cliente exaspérante. Les femmes, Kenneth le lui avait souvent répété, étaient presque toujours exaspérantes en tant que cliente. Cliente qui, ne voulant pas voir sa correspondance ouverte par une simple secrétaire, la faisait porter à domicile. Peut-être, mais dans ce cas, la cliente inconnue devait être particulièrement pénible, à en juger par l'effet que ces lettres produisaient sur Kenneth. De plus, bien que la discrétion professionnelle de son mari fût exemplaire, Charlotte trouvait surprenant qu'il n'eût jamais, même dans un moment d'expansion, fait devant elle la moindre allusion à une femme insupportable qui s'obstinait à le harceler au sujet d'un procès qu'elle avait perdu. Il était parfois arrivé à Kenneth de faire des confidences à sa femme, sans mentionner de nom ni donner de détails, bien entendu. Mais sur tout ce qui touchait à cette mystérieuse correspondante, ses lèvres restaient scellées. Il y avait bien une autre hypothèse à envisager. Cette femme était peut-être pour Kenneth ce qu'on est convenu d'appeler, par euphémisme, une ancienne liaison. Charlotte Ashby n'était pas une oie blanche. Elle conservait peu d'illusions sur la pureté du cœur humain et savait qu'un homme peut avoir d'anciennes liaisons. Mais lorsqu'elle avait épousé Kenneth Ashby, ses amis, loin de faire allusion à une possibilité de ce genre, lui avaient déclaré: voilà une succession difficile à prendre. Épouser un Don Juan serait une sinécure à côté. Depuis le jour où il a vu Elsie Corder pour la première fois, Kenneth n'a jamais jeté les yeux sur une autre femme. Pendant toutes leurs années de vie commune, il a ressemblé davantage à un amoureux transi qu'à un mari blasé. Il ne vous laissera jamais déplacer le moindre objet ayant appartenu à sa femme, et quoi que vous vous hasardiez à faire, il ne manquera pas de le comparer mentalement avec ce qu'Elsie aurait fait à votre place. Pourtant, si Kenneth avait parfois fait montre à son égard d'une certaine méfiance en ce qui concernait l'éducation des enfants, méfiance que la bonne humeur de Charlotte et la sincère affection que lui manifestaient les enfants avaient bien vite dissipée, aucune de ces sinistres prédictions ne s'était réalisée. Le veuf inconsolable, dont ses amis les plus intimes déclaraient que seul l'amour de son métier l'avait retenu de se suicider après la mort de sa première femme, s'était épris 2 ans plus tard de Charlotte Gorse et, après lui avoir fait une cour assidue, l'avait épousée et emmenée en voyage de noces au-delà des tropiques. Depuis, il était resté aussi tendre et amoureux qu'au premier jour. Avant de demander à Charlotte de l'épouser, il lui avait parlé en toute franchise de son grand amour pour sa première femme et du désespoir que la mort brutale de celle-ci lui avait causé. Mais même alors, il n'avait pas adopté l'attitude d'un homme accablé par le destin et convaincu que la vie ne lui réserve plus aucune joie. Il s'était montré parfaitement simple et naturel, avouant à Charlotte qu'il n'avait jamais cessé d'espérer en l'avenir. Après leur mariage, lorsqu'ils étaient retournés dans la maison où Kenneth avait vécu 12 ans avec sa première femme, il avait exprimé à Charlotte son regret
de n'avoir pas les moyens de faire remettre l'appartement à neuf pour elle. Mais il avait ajouté que toute femme ayant ses idées personnelles sur l'aménagement de sa maison, question à laquelle les hommes n'entendent rien, il l'a prié d'effectuer dans l'ameublement toutes les modifications à sa convenance, sans même prendre la peine de le consulter. Le résultat fut que Charlotte apporta dans la maison aussi peu de changements que possible. Mais la façon dont Kenneth inaugurait leur vie nouvelle sur des bases anciennes était si franche et si désinvolte qu'elle la mit immédiatement à son aise. Et Charlotte éprouva un certain regret à constater que le portrait d'Elsie Ashby, accroché autrefois au-dessus du bureau de Kenneth dans la bibliothèque, avait été, en leur absence, transporté dans la nurserie. Comprenant quelle était la cause indirecte de cet exil, elle en parla à son mari. J'ai pensé qu'il serait bon que les enfants grandissent sous le regard de leur mère, dit simplement Kenneth. Cette réponse plut à Charlotte tout en l'émouvant profondément. Au fur et à mesure que le temps passait, elle dut s'avouer à elle-même qu'elle se trouvait de plus en plus chez elle dans sa maison et de plus en plus en confiance avec son mari depuis qu'elle ne se sentait plus observée par le regard froid et hautain du portrait. Kenneth, grâce à l'amour qu'il lui portait, avait sans doute réussi à percer le secret qu'elle-même se refusait à reconnaître au fond de son cœur. Le besoin passionné de régner en souveraine sur le passé même de son mari. Il était étrange que, soutenue comme elle l'était par toutes ses réserves de bonheur, elle se fût trouvée en proie à une appréhension de cette nature. Mais tel était le cas, cependant, et cet après-midi-là en particulier, par suite d'une fatigue excessive peut-être, de soucis domestiques qui la tracassaient, ou pour toute autre raison ridiculement banale, elle se sentait incapable de réagir contre cette pénible sensation. Sa clé à la main, elle jeta un coup d'œil au-delà de la rue silencieuse vers l'agitation et les lumières de la ville et leva les yeux vers le ciel qu'embrasait le soleil couchant. Là-bas, se dit-elle, non loin de moi, il y a des gratte-ciels, des enseignes lumineuses, des téléphones, des radios, des avions, des automobiles, des cinémas, et tout ce qui constitue notre civilisation du XXe siècle. Et de l'autre côté de cette porte, quelque chose que je ne puis expliquer, que je ne puis associer à rien de connu, quelque chose d'aussi vieux que le monde, d'aussi mystérieux que la vie. Quelle absurdité! Pourquoi m'inquiéter de la sorte? Il n'y a pas eu de lettre depuis 3 mois, depuis le jour où nous sommes revenus de la campagne après Noël. C'est bizarre qu'elles arrivent toujours quand nous rentrons de vacances. Mais pourquoi m'imaginer qu'il y en aura une ce soir? Certes, elle n'avait aucune raison spéciale de se l'imaginer, mais c'était bien là le pire. Certains soirs, elle restait debout, frissonnante, devant sa porte, avec le pressentiment que quelque chose d'inexplicable, d'intolérable, l'attendait de l'autre côté. Mais, lorsqu'elle entrait chez elle, il n'y avait rien. D'autres soirs, par contre,
où elle éprouvait le même frisson prémonitoire, celui-ci se trouvait justifié par la vue de l'enveloppe grise posée sur la table. Aussi, depuis l'arrivée de la dernière lettre, ne pouvait-elle se retenir de frissonner chaque fois qu'elle s'apprêtait à ouvrir sa porte, à la pensée que la lettre était peut-être là. Mais elle en avait assez, plus qu'assez. Cette situation ne pouvait pas durer. Si Kenneth devenait blême et avait mal à la tête les jours où la lettre arrivait, il semblait s'en remettre rapidement. Mais il en était autrement pour Charlotte. Chez elle, la tension nerveuse était devenue chronique, et point n'était besoin d'en chercher bien loin la cause. Kenneth savait de qui venait la lettre et ce que celle-ci contenait. Il était prêt à faire face à la situation, quelle qu'elle fût, tandis que Charlotte en était réduite à se perdre en conjectures. Je ne peux plus supporter cela, je ne peux plus le supporter davantage, s'écria-t-elle à voix haute, en enfonçant sa clé dans la serrure. La porte s'ouvrit et elle entra. La lettre était là, à sa place habituelle, sur la table. Charlotte fut presque heureuse de cette découverte qui semblait tout justifier et donner un caractère définitif à cette trouble affaire. Il y avait une lettre pour son mari, une lettre de femme, sans aucun doute celle d'une ancienne liaison. Quelle folle elle avait été de douter un seul instant qu'il s'agit d'un vulgaire cas de ce genre, de se torturer le cerveau à la recherche d'explications moins évidentes. Elle saisit l'enveloppe d'une main méprisante, examina attentivement les caractères pâles qui la couvraient et alla se placer sous la lumière pour distinguer les contours de la feuille pliée à l'intérieur. Elle sentait bien que jamais plus elle ne serait en paix tant qu'elle n'aurait pas découvert ce qui était écrit sur cette feuille de papier. Kenneth n'était pas encore rentré du bureau. Il arrivait rarement avant 6h30 ou 7h, et 6h n'avaient pas encore sonné. Charlotte aurait le temps d'emporter la lettre dans son boudoir, de la décacheter en la tenant au-dessus de la bouilloire qui, à cette heure de la journée, chantait toujours sur le feu pour la préparation du thé, de résoudre le mystère, et de remettre la lettre où elle l'avait trouvée. Personne n'en saurait rien, et elle serait délivrée du doute affreux qui la tenaillait. Il y avait bien une autre solution, qui consistait à interroger Kenneth, mais Charlotte la trouvait encore plus difficile à adopter que la première. Elle soupesa la lettre entre le pouce et l'index, l'examina de nouveau sous la lumière, se dirigea vers l'escalier en la tenant dans sa main, monta quelques marches, mais les redescendit aussitôt et alla poser l'enveloppe sur la table. Non, évidemment, je ne peux pas, dit-elle tout haut d'un ton déçu. Que faire alors? Elle se sentait incapable de monter dans son accueillant boudoir pour se verser du thé, lire son courrier ou regarder une revue, tandis que la lettre était posée là sur la table, à l'étage au-dessous. Elle savait trop bien que Kenneth, en rentrant, la prendrait, l'ouvrirait et irait s'enfermer dans sa bibliothèque, comme il le faisait chaque fois que l'enveloppe grise arrivait. Charlotte prit une décision soudaine. Elle attendrait dans la bibliothèque afin de se rendre compte par elle-même de ce qui se passerait entre Kenneth et la lettre lorsqu'il ne se saurait pas observé. Elle s'étonna que cette idée ne lui fût pas venue plus tôt. En s'asseyant derrière la porte entrebâillée, elle pourrait surveiller son mari sans être vue. Eh bien oui, elle le surveillerait.
Elle prit une chaise et s'assit, les yeux fixés sur l'entrebâillement de la porte pour attendre. C'était certainement la première fois que Charlotte essayait de surprendre un secret, mais elle n'en éprouvait aucun remords. Elle avait seulement l'impression de chercher à se frayer un chemin à travers un épais brouillard dont il lui fallait sortir à tout prix. Enfin, le bruit d'une clé dans la serrure la fit sursauter. Le brusque désir de courir au-devant de son mari pour se jeter dans ses bras faillit lui faire oublier la raison pour laquelle elle était là. Mais elle s'en souvint à temps et reprit son poste. De sa cachette, elle pouvait suivre tous les mouvements de Kenneth. Elle vit celui-ci entrer, retirer la clé de la serrure, ôter son chapeau et son pardessus. Puis il se retourna pour poser ses gants sur la table de l'entrée, et à ce moment, il vit l'enveloppe. La lumière éclairait en plein son visage, sur lequel Charlotte put lire la surprise. De toute évidence, Kenneth ne s'attendait pas à trouver la lettre. Il n'avait pas envisagé la possibilité qu'il y en eût une ce jour-là. Mais bien qu'il ne l'attendît pas, maintenant qu'il l'avait vue, il savait parfaitement ce qu'elle contenait. Il ne l'ouvrit pas immédiatement, mais resta debout, immobile, tandis que les couleurs disparaissaient peu à peu de ses joues. Selon toute apparence, il ne pouvait pas se décider à toucher cette enveloppe. Enfin, au bout d'un moment, il tendit la main pour la prendre, l'ouvrit et alla se placer sous la lampe. Ce faisant, il tournait le dos à Charlotte, qui ne voyait plus de lui que sa tête baissée et ses épaules légèrement voûtées. La lettre ne contenait sans doute qu'une seule page, car il ne tourna pas celle-ci, mais se mit à la regarder fixement pendant si longtemps qu'il dut avoir le temps de la relire une douzaine de fois. C'est du moins ce qu'il sembla à la jeune femme qui l'observait haletante. Enfin, il remua légèrement, se pencha davantage sur la lettre, comme s'il ne l'avait pas encore entièrement déchiffrée, et soudain, Charlotte le vit poser ses lèvres sur la feuille. « Kenneth !» s'écria-t-elle en sortant de sa cachette. Tenant toujours la lettre serrée dans sa main, son mari se retourna pour la regarder. « Où étais-tu » demanda-t-il d'une voix basse, l'air hébété comme un homme qu'on vient d'arracher à un profond sommeil. « Dans la bibliothèque où je t'attendais, » répondit Charlotte d'un ton qu'elle essayait de rendre ferme. « Qu'y a-t-il donc ? Que contient cette lettre ? Tu as une tête à faire peur. » L'agitation dont elle faisait montre parut avoir sur Kenneth un effet apaisant. Il mit vivement l'enveloppe dans sa poche et répondit avec un léger rire. « Une tête à faire peur ? J'en suis désolé. La journée a été dure au bureau. J'ai eu 2 ou 3 affaires compliquées à traiter. Je dois avoir l'air exténué. » « Tu n'avais pas l'air exténué quand tu es rentré. C'est seulement depuis que tu as ouvert cette lettre. » Kenneth avait suivi sa femme dans la bibliothèque et tous deux demeuraient immobiles, se regardant dans les yeux. Charlotte remarqua la promptitude avec laquelle il avait repris son sang-froid. Son métier l'avait entraîné à maîtriser ses émotions. Elle comprit qu'elle serait dans de mauvaises conditions pour lui faire avouer son secret et qu'elle n'avait plus aucun désir de l'y amener par la ruse. Certes, elle souhaitait toujours percer le mystère de ces lettres, mais uniquement dans le but d'aider son mari à supporter l'épreuve que celle-ci représentait pour lui. « Je veux l'aider, même s'il s'agit vraiment d'une autre femme, » pensa-t-elle. « Kenneth, » dit-elle tout haut, le cœur battant, « j'ai attendu ici exprès pour guetter ton retour. Je voulais t'observer,
au moment où tu ouvrirais cette lettre. Le visage de Kenneth, qui avait pâli un moment plus tôt, devint écarlate, puis pâlit de nouveau. Cette lettre, répéta-t-il, pourquoi cette lettre en particulier? Parce que j'ai remarqué que l'arrivée de chacune de ces lettres semblait avoir sur toi un effet étrange. Une ride de colère se creusa entre les yeux de Kenneth et Charlotte pensa: la partie supérieure de son visage est trop étroite. C'est la première fois que je le remarque. Elle entendit son mari poursuivre du ton froid et légèrement ironique de l'avocat qui présente un argument. Ainsi donc, tu as l'habitude de regarder les gens ouvrir leurs lettres lorsqu'ils ne savent pas que tu es là. Non, protesta-t-elle, ce n'est pas une habitude. Je n'avais encore jamais fait une chose pareille. Mais il fallait bien que je découvre ce qu'elle t'écrit à intervalles réguliers dans ces lettres grises. Les lettres n'arrivent pas à intervalles réguliers, fit remarquer Kenneth après un moment de réflexion. Oh, sans doute as-tu tenu un compte plus précis des dates que moi-même, s'écria Charlotte, qui, devant le ton de son mari, sentait sa grandeur d'âme s'évanouir. Tout ce que je sais, c'est que chaque fois que cette femme t'écrit, comment sais-tu qu'il s'agit d'une femme? L'écriture est celle d'une femme. Le nieras-tu? Non, répondit-il en souriant, je ne le nierai pas. Je te pose la question parce que cette écriture ressemble plutôt à une écriture d'homme. Sans prêter attention à la remarque, Charlotte reprit: et cette femme, à quel sujet écrit-elle? De nouveau, il réfléchit un moment avant de répondre: au sujet d'affaires. Des questions juridiques? Oui, en quelque sorte, d'affaires en général. Elle t'a chargé de veiller à ses intérêts? Oui. Depuis longtemps? Oh oui, depuis très longtemps. Kenneth, mon chéri, dis-moi, qui est cette femme? Pria Charlotte. Non, je ne peux pas. Après une courte hésitation, il ajouta: secret professionnel. Charlotte sentit son sang affluer à ses tempes. Ne dis pas cela, s'écria-t-elle. Non, je t'en supplie, ne le dis pas. Pourquoi donc? Parce que je t'ai vu baiser cette lettre. Ces paroles produisirent sur Kenneth un effet si déconcertant que Charlotte se repentit aussitôt de les avoir prononcées. Son mari, qui s'était jusque-là soumis à l'interrogatoire avec une sorte d'indifférence méprisante, un peu comme il se serait prêté aux caprices d'un enfant exigeant, tourna soudain vers elle un visage sur lequel se lisaient la détresse et l'épouvante. Pendant une minute, il parut incapable de parler, puis, se maîtrisant au prix d'un grand effort, il balbutia: l'écriture est à peine perceptible. Tu m'as vu approcher la lettre de mes yeux pour essayer de la déchiffrer. Non, je t'ai vu y poser les lèvres. Et, comme il restait silencieux, elle insista: est-ce vrai, Kenneth? Peut-être, répondit Kenneth, qui avait repris son attitude indifférente. Kenneth, comment peux-tu me dire une chose pareille à moi? Qu'est-ce que cela peut te faire d'ailleurs? Cette lettre est une lettre d'affaires, je te l'ai dit. Me crois-tu capable de te mentir à ce sujet? La personne qui l'a écrite est une de mes vieilles amies que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Les hommes n'ont pas l'habitude de baiser leurs lettres d'affaires, même si les femmes qui les leur adressent sont de très vieilles amies, à moins que ces femmes aient été leurs maîtresses et qu'ils pensent toujours à elles. Il haussa légèrement les épaules et se détourna, comme s'il était dégoûté du tour qu'avait pris la conversation.
et considérait celle-ci comme terminée. « Kenneth !» cria Charlotte en s'approchant pour le prendre par le bras. Il la regarda d'un air d'extrême lassitude et posa la main sur la sienne en demandant doucement : « Tu ne veux pas me croire ? » ?»« Comment pourrais-je te croire ? Il y a des mois maintenant que tu reçois ces lettres, depuis que nous sommes revenus des Antilles. La première m'a accueilli ici, le jour même de notre retour, et chaque fois qu'une de ces enveloppes grises arrive, je constate le mystérieux effet qu'elle produit sur toi. Je te vois troublé, malheureux, bouleversé même, comme si quelqu'un cherchait à te détacher de moi. Non, ma chérie, pas cela, jamais. Charlotte recula pour regarder son mari avec une expression suppliante. Eh bien, prouve-le-moi alors, c'est si facile. Ce n'est guère facile de prouver quelque chose à une femme qui s'est mis, une fois pour toutes, une idée en tête, fit remarquer Kenneth avec un sourire forcé. Il te suffit de me montrer cette lettre. La main de Kenneth quitta celle de sa femme. Il fit un pas en arrière et secoua la tête. Tu ne veux pas ? Insista Charlotte. Je ne peux pas. Parce que la femme qui t'écrit est ta maîtresse ? Non, ma chérie, non. Peut-être ne l'est-elle plus à présent, mais elle doit chercher à te reprendre, et tu luttes par pitié pour moi, mon pauvre Kenneth. Je te jure qu'elle n'a jamais été ma maîtresse. Charlotte sentit les larmes lui monter aux yeux. Dans ce cas, c'est plus grave encore, c'est sans espoir. Les femmes qui se refusent sont celles qui savent le mieux retenir un homme. C'est bien connu, murmura-t-elle en se couvrant le visage de ses mains. Kenneth resta silencieux. Il n'offrit ni consolation ni démenti, et, au bout d'un moment, Charlotte, essuyant ses larmes, leva les yeux vers lui presque timidement. « Kenneth, comprends-moi. Il y a si peu de temps que nous sommes mariés. Rends-toi compte que tu me fais terriblement souffrir en refusant de me montrer cette lettre ou de me donner des explications à ce sujet. Je t'ai dit qu'il s'agissait d'une lettre d'affaires. Je suis prêt à te le jurer si tu le désires. » Un homme serait prêt à jurer n'importe quoi pour protéger une femme. Si tu veux que je te croie, dis-moi au moins son nom, et je te promets de ne plus te demander à voir la lettre. Il y eut un long silence pendant lequel Charlotte sentit son cœur battre à coups redoublés, comme pour la mettre en garde contre le danger qui la menaçait. « Je ne peux pas, » répondit enfin Kenneth. « Tu ne peux même pas me dire le nom de cette femme ? » ?»« Non. »« Et tu ne peux rien me dire d'autre ? » ?»« Non, » répéta-t-il. De nouveau, il y eut un silence. Mari et femme semblaient à bout d'arguments et se faisaient face désemparés, comme si un abîme d'incompréhension les avait séparés. Charlotte tenait les mains serrées sur sa poitrine pour comprimer les battements de son cœur. On aurait dit qu'elle venait de prendre part à une course très dure sans pouvoir atteindre le but. Elle avait cherché à émouvoir son mari, mais n'avait réussi qu'à l'irriter. Et cette erreur de manœuvre semblait avoir fait de lui un étranger, un être mystérieux et incompréhensible qu'aucune de ses prières ne parviendrait à toucher. Chose curieuse, Charlotte ne sentait chez lui ni hostilité, ni impatience, mais seulement une sorte de détachement, d'inaccessibilité plus difficile encore à vaincre. Elle se sentait exclue de ses pensées, abandonnée, effacée de sa vie. Mais, au bout d'un moment, le regardant avec plus de calme, elle se rendit compte qu'il souffrait
autant qu'elle m'aime. Son visage avait pris une expression d'intense douleur. Jamais l'arrivée de l'enveloppe grise, quel que fût son effet bouleversant, ne l'avait marqué aussi profondément que cette discussion avec sa femme. Charlotte reprit espoir. Peut-être la partie n'était-elle pas encore perdue. S'approchant de son mari, elle posa de nouveau la main sur son bras en disant « Pauvre Kenneth, si tu savais combien je souffre pour toi. » Elle crut remarquer un léger froncement de sourcils devant cette manifestation de sympathie, mais il lui prit la main et la serra dans la sienne. « Il n'y a rien de pire, à mon avis, poursuivit-elle, que d'être incapable d'aimer pendant longtemps, connaître la merveilleuse beauté d'un grand amour et être trop instable pour en supporter le poids. Oh, ne prononce pas ce mot en parlant de moi, s'écria Kenneth en tournant la tête vers elle, un regard chargé de reproches. Instable, moi. Charlotte, sentant qu'elle était sur la bonne voie, reprit avec une intonation que l'émotion faisait trembler. Comment expliques-tu alors ton amour pour moi et pour cette autre femme? N'as-tu pas oublié Elsie 2 fois déjà en un an? Elle prononçait rarement le nom de la première femme de Kenneth, car ce nom ne lui venait pas naturellement aux lèvres. Elle le lança brusquement, comme s'il se fût agi d'un dangereux explosif, et recula d'un pas, attendant l'explosion. Kenneth ne broncha pas. L'expression de son visage devint plus triste encore, mais sans laisser paraître aucun ressentiment, il répondit simplement « Je n'ai jamais oublié Elsie. » Charlotte ne put réprimer un rire moqueur. « Alors, mon pauvre chéri, entre nous trois, vous n'êtes pas... » commença-t-il, mais il s'interrompit et se passa une main sur le front. « Pas quoi ?» demanda Charlotte. « Je suis désolé. Je crois que je ne sais plus très bien ce que je dis. J'ai un mal de tête épouvantable. » Son visage blême creusé de rides profondes ne démentait pas ses paroles. Mais Charlotte fut exaspérée par ce qu'elle considérait comme une échappatoire. « C'est vrai, dit-elle, la fameuse migraine de l'enveloppe grise. » Kenneth tourna vers elle un regard surpris. « J'oubliais que tu m'avais surveillé de très près, » répondit-il froidement. « Mais si tu veux bien m'excuser, je crois que je vais monter dans ma chambre et rester quelque temps dans l'obscurité pour essayer de me débarrasser de ce mal de tête. » Après un moment d'hésitation, Charlotte reprit avec une résolution farouche. « Je suis désolée de savoir que tu souffres, mais avant que tu ne partes, je tiens à te dire que tôt ou tard, il nous faudra régler cette question entre nous. Quelqu'un cherche à nous détacher l'un de l'autre, et peu m'importe ce qu'il m'en coûtera pour découvrir de qui il s'agit. » Plantant son regard dans celui de son mari, elle ajouta « Si c'est au prix de ton amour, tant pis. Si tu refuses de m'accorder ta confiance, je ne veux rien d'autre de toi. » « Laisse-moi un peu de temps, » murmura Kenneth en la contemplant tristement. « Pourquoi faire? Tu n'as qu'un mot à dire. » « Pour te prouver que tu n'as perdu ni mon amour ni ma confiance. » « Eh bien, j'attends. » Il fit un pas vers la porte, puis se retourna pour regarder sa femme d'un air hésitant. « Oh, attends, mon amour, je t'en prie, dit-il d'un ton suppliant.
avant de quitter la pièce. Charlotte l'entendit monter les marches, puis fermer la porte de sa chambre à l'étage au-dessus. Alors, se laissant tomber dans un fauteuil, elle enfouit son visage dans ses bras repliés. Le remords la tenaillait. Elle sentait qu'elle s'était montrée dure, inhumaine, dépourvue d'imagination. Dire que j'ai été jusqu'à affirmer que peu m'importait si mon insistance devait me coûter son amour. Quelle sottise abjecte! Elle s'apprêtait à se lever pour suivre son mari et revenir sur les paroles insensées qu'elle avait prononcées. Mais un peu de réflexion la retint. Après tout, Kenneth n'en avait fait qu'à sa tête. Il avait réussi à éluder toutes les questions concernant son secret, et maintenant il s'était enfermé dans sa chambre pour lire en toute tranquillité la lettre de cette femme. Elle était toujours plongée dans ses réflexions quand la femme de chambre entra, surprise de la trouver dans la pièce. À ses questions, Charlotte répondit qu'elle n'avait pas l'intention de s'habiller et que monsieur ne dînerait pas. Se sentant fatigué, il était allé se reposer dans sa chambre. Un peu plus tard, elle-même se ferait apporter dans son boudoir un repas léger. Elle monta dans sa chambre. Sa robe du soir était étalée sur le lit et, en pensant à la paisible routine de sa vie quotidienne, il sembla à Charlotte que son étrange conversation avec son mari avait eu lieu dans un autre monde entre deux personnages qui n'étaient ni Kenneth Ashby ni Charlotte Gorse, mais des spectres nés de son imagination fiévreuse. Elle se rappela l'attachement que Kenneth lui avait témoigné depuis leur mariage, sa tendresse constante, presque excessive même, l'impression qu'il lui avait parfois donnée de dépendre trop passionnément d'elle, comme s'il n'y avait pas eu suffisamment d'espace entre leurs deux âmes. Devant la dévotion dont il avait toujours fait preuve envers elle, il paraissait absurde qu'elle eût pu l'accuser quelques instants plus tôt d'avoir une intrigue avec une autre femme. Mais pourtant, de nouveau, elle eut envie de se rendre auprès de lui pour implorer son pardon et tenter de dissiper leur malentendu. Mais elle fut retenue par la crainte de violer son intimité. Il était inquiet et malheureux, opprimé par quelque chagrin ou quelque douleur secrète, et il lui avait bien laissé entendre qu'il souhaitait lutter seul. Charlotte sentait qu'il serait à la fois plus sage et plus généreux de respecter la volonté de son mari. Mais il lui semblait intolérable de rester là, dans la chambre voisine de celle de Kenneth, comme si elle s'était trouvée à l'autre bout du monde. Dans son trouble, elle regrettait presque de n'avoir pas eu le courage d'ouvrir la lettre et de la remettre sur la table avant l'arrivée de Kenneth. Du moins, elle aurait appris ainsi quel était son secret et réussi peut-être à dissiper le mauvais charme. Car elle se prenait à penser au secret de son mari comme à quelque chose de sciemment malveillant, à une sorte de tyrannie qu'il détestait et dont cependant il ne pouvait se libérer. Une ou deux fois, dans son regard qui évitait celui de Charlotte, la jeune femme avait cru surprendre un appel au secours, un désir d'avouer aussitôt réprimé. On eût dit que Kenneth sentait qu'elle aurait pu l'aider si elle avait connu son secret, mais qu'il était incapable de lui en faire l'aveu. L'idée vint brusquement à Charlotte d'aller voir la mère de Kenneth.
Elle aimait beaucoup Mrs. Ashby, vieille dame encore vive et alerte, dont les yeux clairs révélaient une nature simple et franche qui correspondait bien à la sienne. Une entente tacite s'était établie entre les deux femmes depuis le jour où Mrs. Ashby, mère, venant déjeuner pour la première fois chez sa nouvelle belle-fille et reçue par celle-ci dans la bibliothèque, avait levé les yeux vers le mur vide au-dessus du bureau de son fils et remarqué d'un ton laconique: Tiens, elle s'y est partie. Puis, comme Charlotte murmurait une explication embarrassée, elle avait ajouté: Pas de sottise, mon enfant, ne la laissez pas revenir. 2 personnes suffisent pour former un couple. Charlotte, la voyant ainsi lire dans ses pensées, avait échangé avec elle un sourire complice. Il lui semblait à présent que la vieille dame, grâce à son intuition profonde, réussirait à pénétrer le mystère qu'elle-même ne parvenait pas à éclaircir. Mais une fois de plus, elle hésita devant ce qui lui parut une trahison. Quel droit avait-elle de chercher à surprendre, fût-ce avec l'aide d'une parente aussi proche, un secret que son mari se refusait à lui livrer? Peut-être finira-t-il par en parler à sa mère de son propre gré, se dit-elle. Mais à quoi bon? C'est ensemble que lui et moi devons régler cette question. Elle méditait toujours sur ce problème quand on frappa à sa porte et Kenneth entra. Il était en smoking et parut surpris de voir la robe du soir abandonnée sur le lit. « Tu ne descends pas ?» demanda-t-il. « Je croyais que tu ne te sentais pas bien et que tu étais allé te coucher, » répondit-elle d'une voix un peu tremblante. « Je ne suis pas particulièrement en forme, » dit Kenneth avec un sourire contraint. « Mais nous ferions mieux d'aller dîner tout de même. » Il avait toujours les traits tirés, mais son visage était plus calme qu'au moment où il était monté se réfugier chez lui, 1 heure plus tôt. « Et voilà, » se dit Charlotte, « il sait ce que contient la lettre et il a repris le dessus, tandis que je suis toujours dans les ténèbres. » Elle sonna pour commander le dîner, un repas simple et léger, précisa-t-elle, car monsieur et elle étaient fatigués et n'avaient guère d'appétit. Lorsque le dîner fut annoncé, tous deux prirent place à table. Tout d'abord, ni l'un ni l'autre ne trouva un mot à dire. Puis Kenneth engagea la conversation avec une affectation d'aisance plus éprouvante encore que son silence. « Il est terriblement fatigué, » se dit Charlotte, qui suivait le cours de ses propres pensées pendant que son mari parlait à bâtons rompus de politique, d'aviation, d'une exposition de peinture moderne, de la santé d'une vieille tante et de l'installation du téléphone automatique. Il a l'air absolument exténué. Généralement, lorsqu'ils n'avaient pas d'invités, ils allaient, après le dîner, dans la bibliothèque. Charlotte s'installait sur le divan avec son tricot, tandis que Kenneth s'asseyait dans son fauteuil sous la lampe pour fumer sa pipe. Mais ce soir-là, par un accord tacite, ils évitèrent la pièce dans laquelle avait eu lieu leur étrange discussion et montèrent dans le boudoir de Charlotte. Ils s'assirent au coin du feu pour prendre le café, mais Kenneth repoussa la tasse à laquelle il avait à peine touché. « Veux-tu fumer ?» demanda Charlotte. « Non, pas ce soir, » répondit-il en secouant la tête. « Tu devrais te coucher de bonne heure. Tu as l'air très fatigué. Je suis sûre que tu te surmènes. » « Tout le monde se surmène,
par moments. Elle se leva et s'écria avec une résolution soudaine. Eh bien, je n'ai pas l'intention de te laisser gaspiller tes forces de cette façon. C'est absurde. Je vois bien que tu te rends malade. Se penchant sur lui, elle posa une main sur son front. Mon pauvre cher Kenneth, prépare-toi à partir pour de longues vacances. Il la regarda avec une surprise alarmée en répétant des vacances? Mais oui, sais-tu bien que j'ai l'intention de t'enlever à Pâques? Nous allons partir dans une quinzaine de jours, faire une croisière quelque part à l'autre bout du monde. Elle se pencha davantage pour poser les lèvres sur le front de son mari et ajouta: moi aussi, je suis fatiguée, Kenneth. Sans paraître prêter attention à ces derniers mots, il se redressa, les mains sur les genoux, reculant légèrement la tête pour fuir sa caresse, et la regarda d'un air inquiet en disant: des vacances? Encore? Mais, chérie, je ne peux vraiment pas partir en ce moment. Je ne vois pas pourquoi tu dis encore, Kenneth. Nous n'avons pas pris de vraies vacances cette année. À Noël, nous avons passé une semaine à la campagne avec les enfants. Oui, mais cette fois-ci, je veux dire des vacances sans les enfants, loin de la maison, des domestiques et de tous les tracas quotidiens. Ta mère sera ravie d'avoir Joyce et Peter chez elle pendant quelque temps. Kenneth hocha lentement la tête en fronçant les sourcils. Non, chérie, je ne peux pas laisser les enfants à ma mère. Mais voyons, c'est stupide, elle les adore. Tu n'as pas hésité à les lui confier pendant plus de 2 mois quand nous avons fait ce voyage aux Antilles. Il poussa un profond soupir, se mit péniblement debout et répondit d'un air gêné. C'était différent alors. Différent pourquoi? Je veux dire qu'à cette époque, je n'avais pas réalisé. Il s'interrompit pour choisir ses mots et reprit. Ma mère adore les enfants, comme tu dis, mais elle ne sait pas toujours très bien les élever. Les grands-mères ont tendance à gâter leurs petits-enfants. Il lui arrive de parler devant eux sans réfléchir. Se tournant vers sa femme, il ajouta d'un ton implorant: ne me demande pas cela, ma chérie. Charlotte médita un moment. Il était vrai que Mrs. Ashby, mère, ne pesait pas toujours ses mots, mais elle était bien la dernière personne au monde à faire devant ses petits-enfants une remarque dont les parents les plus scrupuleux puissent prendre ombrage. La jeune femme, perplexe, se contenta de dire: je ne comprends pas, Kenneth. La regardant toujours du même air, à la fois gêné et suppliant, il murmura: n'essaye pas de comprendre. Tu ne veux pas que je comprenne? Pas maintenant, pas encore. Il porta les mains à ses tempes et reprit: ne vois-tu pas qu'il est inutile d'insister? Je ne peux pas partir, quelle que soit l'envie que j'en ai. Charlotte le dévisagea longuement. La question que je te pose est: veux-tu partir? Il soutint un moment son regard, puis ses lèvres se mirent à trembler, et il dit enfin d'une voix brisée: je veux tout ce que tu veux. Pourtant, mais ne me demande pas cela. Je ne peux pas partir, je ne peux pas. Tu veux dire que tu ne peux pas t'en aller là où ces lettres ne pourraient t'atteindre? Kenneth était resté debout devant elle, dans une attitude gênée et hésitante. À ces mots, il lui tourna brusquement le dos et se mit à marcher de long en large dans la pièce, la tête basse, les yeux fixés sur le tapis. Charlotte,
sentit croître son ressentiment en même temps que ses craintes. C'est bien cela, insista-t-elle. Pourquoi ne pas l'admettre? Tu ne peux plus te passer de ces lettres. Il continuait à faire les 100 pas, mais soudain il s'arrêta court, se laissa tomber sur un siège et enfouit son visage dans ses mains. Au tremblement de ses épaules, Charlotte comprit qu'il pleurait. Elle n'avait jamais vu pleurer un homme, excepté son père, lorsque sa mère était morte. Elle n'était alors qu'une enfant, mais elle se rappelait parfaitement combien ce spectacle l'avait effrayée. Maintenant aussi, elle avait peur. Elle sentait que son mari était sur le point de lui être arraché par quelque force mystérieuse et qu'elle devrait faire appel aux dernières ressources de son énergie pour défendre leur liberté à tous deux. Kenneth, Kenneth, implora-t-elle en s'agenouillant à côté de lui, ne veux-tu pas m'écouter? Ne veux-tu pas essayer de comprendre combien je souffre? Je ne suis pas une femme capricieuse, mon chéri, je t'assure. Je n'aurais sans doute même pas fait attention à ces lettres si je n'avais pas remarqué l'effet qu'elles produisaient sur toi. Je n'ai pas l'habitude de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Et si ces lettres avaient eu sur toi un effet différent, oui, oui, écoute-moi bien. Si j'avais constaté qu'elles te rendaient heureux, que tu les attendais avec impatience, que tu souhaitais les voir arriver, qu'elles t'apportaient quelque chose que je ne pouvais pas te donner, eh bien crois-moi, Kenneth, je n'irai pas jusqu'à dire que je n'en aurais pas souffert, mais ma souffrance aurait été différente, et j'aurais eu le courage de te la cacher, soutenu par l'espoir qu'un jour tu en viendrais à éprouver pour moi les mêmes sentiments qu'envers l'auteur de ces lettres. Mais je ne peux pas supporter de voir combien tu les redoutes, combien elles te font mal, et de constater que cependant tu ne peux pas te passer de ces lettres et que tu ne veux pas t'éloigner de crainte qu'il n'en arrive une en ton absence. Mais, ajouta-t-elle en un cri d'accusation, peut-être t'a-t-elle formellement interdit de partir. Kenneth, tu dois me répondre. Est-ce là la vraie raison? Est-ce parce que cette femme te l'interdit que tu ne veux pas partir avec moi? Toujours agenouillée à côté de lui, elle prit doucement les mains de son mari dans les siennes. Elle s'en voulait de son insistance. Elle avait honte de le forcer à découvrir son visage défait, mais elle était résolue à ne pas se laisser arrêter par des scrupules de cette nature. Kenneth avait baissé les yeux. Tous les muscles de son visage frémissaient. Charlotte se rendait compte qu'elle le faisait souffrir plus encore qu'elle ne souffrait elle-même. Mais cette pensée même ne la retenait plus. Kenneth, c'est cela. Elle ne veut pas que nous partions ensemble. Il ne répondit pas, ne la regarda pas, et elle se sentit envahie par un sentiment de défaite. Pour elle, le combat était perdu d'avance. Inutile de me répondre. Je vois bien que j'ai raison, dit-elle. Tout à coup, comme elle faisait un mouvement pour se lever, il tourna la tête, prit les mains de Charlotte dans les siennes et les serra si fort qu'elle sentit ses bagues lui entrer dans la chair. Il y avait, dans cette étreinte, quelque chose de convulsif et d'un peu effrayant. C'était le geste d'un homme qui se sent glissé au-dessus d'un précipice. Il la regardait fixement maintenant, comme si son salut dépendait de ce qu'il lirait sur ce visage penché vers lui. Mais si nous partirons en voyage ensemble, nous irons où tu voudras, dit-il enfin d'une voix basse et confuse, et, l'attirant vers lui, il pressa ses lèvres contre celles de sa femme.
Je vais dormir cette nuit, s'était dit Charlotte. Mais, au contraire, elle resta assise devant la cheminée jusqu'au point du jour, prêtant l'oreille au moindre bruit venu de la chambre de Kenneth. Celui-ci, du moins, semblait reposer après les émotions de la soirée. Une ou deux fois, au cours de la nuit, Charlotte se glissa à pas de loup jusqu'à la porte de sa chambre et, à la pâle clarté qui venait de la fenêtre entr'ouverte, elle le vit allongé sur son lit, dormant d'un sommeil profond, le sommeil de l'épuisement. Il est malade, se dit-elle. Sans aucun doute, il est malade. Et la cause de sa maladie n'est pas le surmenage, mais cette mystérieuse persécution dont il est l'objet. Cependant, elle poussa un soupir de soulagement. Le combat avait été dur, mais elle avait remporté la victoire, du moins pour le moment. Si seulement ils avaient pu se mettre en route immédiatement, partir n'importe où. Mais elle savait qu'il serait inutile de lui demander de quitter New York avant les vacances, et, entre-temps, l'influence secrète à laquelle il était soumis et dont elle ignorait toujours la nature continuerait à travailler contre elle. Charlotte savait qu'il lui faudrait revenir à la charge, reprendre la lutte jour après jour jusqu'au moment de leur départ. Mais par la suite, tout changerait. Si elle parvenait à entraîner son mari très loin, sous d'autres cieux, et à le garder pour elle seule, elle ne doutait pas de réussir à le délivrer du mauvais charme sous l'emprise duquel il se trouvait. Apaisée par cette pensée, elle finit par sombrer à son tour dans un sommeil profond. Elle se réveilla beaucoup plus tard qu'à l'accoutumée et se redressa aussitôt dans son lit, surprise et contrariée d'avoir dormi si longtemps. Elle aimait prendre son petit déjeuner avec son mari au coin du feu dans la bibliothèque. Mais un coup d'œil jeté à la pendule lui fit craindre que Kenneth ne fût parti depuis longtemps. Pour s'en assurer, elle courut à sa chambre. Celle-ci était vide. Sans doute Kenneth était-il entré chez elle avant de descendre et, constatant qu'elle dormait, il était parti sans la déranger. Elle était suffisamment éprise de son mari pour regretter cette heure d'intimité qu'elle aurait pu passer avec lui. Elle sonna pour demander si monsieur était sorti. Oui, depuis près d'une heure, répondit la femme de chambre. Il avait donné l'ordre de ne pas réveiller madame et de ne pas lui envoyer les enfants avant qu'elle ne les ait fait appeler. Il était monté lui-même à la nurserie pour donner ses instructions. Tout cela semblait parfaitement normal et Charlotte ne comprit pas elle-même pourquoi elle demanda « Monsieur n'a-t-il pas laissé d'autres messages ?» La femme de chambre répondit que si, et s'excusa d'avoir oublié de le mentionner. Juste avant de partir, monsieur lui avait recommandé de dire à madame qu'il allait s'occuper de leurs billets et de la prier de se tenir prête à partir dès demain. Demain, répéta Charlotte en regardant la femme de chambre d'un air incrédule. Vous êtes sûr qu'il a parlé de départ pour demain ? Oh, tout à fait sûr. Je me demande même comment j'avais pu oublier de le dire à madame. Cela n'a pas d'importance, dit Charlotte. Faites-moi couler un bain, je vous prie. Elle se leva d'un bond pour expédier sa toilette et, tout en se coiffant, se prit à chanter devant la glace. Elle se sentait rajeunie à la pensée de la victoire qu'elle venait de remporter. L'image de l'autre femme s'évanouissait peu à peu
pour ne devenir qu'un tout petit point à l'horizon, tandis que la sienne lui souriait des yeux et des lèvres dans le miroir. Kenneth l'aimait donc encore. Il l'aimait aussi passionnément qu'au premier jour. Il avait compris combien elle souffrait et s'était rendu compte que, pour sauvegarder leur bonheur, il leur fallait partir immédiatement, tout seul, afin de se reprendre. Peu importait maintenant à Charlotte la nature de l'influence qui s'exerçait contre eux. Elle avait affronté le spectre et réussi à le repousser. Quand on s'aime, il faut avoir le courage de regarder son bonheur en face, sans avoir peur de le compromettre. Ses cheveux blonds, qu'elle brossait énergiquement, lui faisaient comme une auréole de victoire. Certaines femmes savent prendre les hommes, et d'autres pas, se disait-elle gaiement, en admirant son reflet dans la glace. La matinée passa comme l'éclair. Charlotte commanda à la cuisinière un repas particulièrement soigné, embrassa les enfants avant leur départ pour l'école, fit descendre les malles du grenier et examina avec la femme de chambre la question des vêtements à emporter. Il lui faudrait des robes d'été et pour Kenneth des costumes légers, car bien entendu, ils iraient vers le soleil et la chaleur. Mais je ne sais même pas encore où nous allons. C'est ridicule, pensa-t-elle avec irritation. Elle se décida à appeler son mari au bureau. Mais on l'informa que Mr. Ashby était passé de bonne heure dans la matinée et reparti presque aussitôt. Je le rappellerai plus tard, dit Charlotte. Dans combien de temps croyez-vous qu'il reviendra? La secrétaire l'ignorait. Elle savait seulement qu'en s'en allant, Mr. Ashby avait dit qu'il était pressé parce qu'il avait une course à faire en dehors de la ville. En dehors de la ville, désemparée, Charlotte raccrocha l'appareil et s'assit, le regard vide. Où Kenneth était-il allé? Et pourquoi avoir choisi pour quitter la ville la veille de ce départ si brusquement décidé? Elle sentit un frisson d'appréhension la parcourir. Sans aucun doute, il était allé voir cette femme pour obtenir d'elle la permission de partir. Il était complètement sous sa coupe, et Charlotte avait été assez sotte pour voir déjà sur son front les palmes de la victoire. Éclatant d'un rire amer, elle traversa la chambre pour aller s'asseoir de nouveau devant la glace. Quel visage différent elle y vit. Le sourire forcé qui crispait ses lèvres pâles semblait narguer la radieuse vision que le miroir lui avait renvoyée peu de temps auparavant. Mais peu à peu, ses joues reprirent leur couleur. Après tout, elle était en droit de se proclamer victorieuse puisque son mari avait accepté de faire ce qu'elle lui demandait et non ce que cette autre femme prétendait exiger de lui. Étant donné sa brusque décision de partir le lendemain, il devait avoir des questions à régler, des dispositions à prendre. Ce mystérieux déplacement n'avait pas nécessairement pour but une visite à la personne qui lui adressait les lettres. Peut-être tout simplement était-il allé voir quelques clients en banlieue, sans que la secrétaire eût jugé bon d'en informer Charlotte. Le mieux que celle-ci eût à faire était de continuer joyeusement ses préparatifs en attendant d'apprendre dans quelle région bénie du globe son mari avait l'intention de l'emmener. Elle s'attela donc à sa tâche et fut toute surprise quand la femme de chambre vint tirer les rideaux, de s'apercevoir qu'il était déjà 5 heures, et elle ne savait toujours pas pour quelle destination il partait le lendemain. Elle téléphona au bureau
où on lui apprit que Mr. Ashby n'avait pas reparu depuis le matin. Charlotte demanda à parler à l'associé de son mari, mais celui-ci ne put lui donner aucun renseignement nouveau car son train ayant eu du retard, il était arrivé au bureau après le passage de Kenneth. Charlotte demeura un instant perplexe, puis se décida à appeler sa belle-mère. À la veille d'un voyage qui devait durer 1 mois, Kenneth ne pouvait manquer d'aller voir sa mère, d'autant plus que, malgré les objections de principe qu'il avait soulevées, les enfants devraient certainement être confiés à celle-ci, et il tiendrait à lui faire des recommandations à leur sujet. En d'autres temps, Charlotte aurait pu se sentir vexée d'être exclue de leur entretien. Mais à présent qu'elle avait remporté la victoire et avait la certitude que son mari la préférait à toute autre femme, cela lui était indifférent. Gaiement, elle appela le numéro de Mrs. Ashby, entendit la voix affectueuse de sa belle-mère à l'autre bout du fil et dit sans préambule: « Eh bien, mère, les nouvelles que vous a données Kenneth ont dû vous surprendre. Que pensez-vous de notre escapade ?» Mais, avant même que son interlocutrice eût placé un mot, Charlotte sut ce que serait sa réponse. Mrs. Ashby n'avait pas vu son fils, ni reçu de nouvelles directes de lui, et ne comprenait pas à quoi faisait allusion Charlotte. Celle-ci resta un moment muette de surprise, pensant simplement: « Mais alors, où donc est-il allé ?» Puis, se ressaisissant, elle raconta à sa belle-mère leur projet de voyage. Tout en parlant, elle reprenait peu à peu confiance et sentait croître sa conviction que, désormais, rien ne pourrait plus la séparer de Kenneth. Mrs. Ashby exprima aussitôt son approbation de cette décision. Elle aussi trouvait que Kenneth avait l'air préoccupé et surmené, et estimait, tout comme sa belle-fille, qu'un changement d'air serait pour lui le meilleur des remèdes. « Je suis toujours heureuse quand il peut partir un peu, loin de ses soucis. » Elsie détestait les voyages et trouvait toujours de bons prétextes pour l'empêcher de s'en aller. Avec vous, grâce à Dieu, c'est différent. La vieille dame ne fut pas surprise non plus que son fils n'ait pas eu le temps de lui annoncer son départ. Il avait dû être très bousculé depuis le moment où il avait pris cette décision hâtive, mais sans aucun doute, il passerait lui dire au revoir avant de rentrer dîner, et ce qu'ils avaient à se dire ne leur prendrait pas plus de 5 minutes. « J'espère que vous réussirez à guérir Kenneth de sa manie de tergiverser sur des questions qui pourraient être réglées en un clin d'œil, » ajouta Mrs. Ashby. « Il n'était pas du tout comme cela autrefois, et s'il prenait cette habitude dans son métier, il aurait vite fait de perdre sa clientèle. »« Oui, venez donc un moment, ma chère petite, si vous en avez le temps. Kenneth se montrera sûrement pendant que vous serez là. » Le ton réconfortant de sa voix résonnait encore aux oreilles de Charlotte, tandis que celle-ci achevait ses préparatifs. Vers 7 heures, le téléphone sonna et elle se précipita pour répondre. Enfin, elle allait savoir. Mais c'était seulement la secrétaire consciencieuse qui tenait à l'informer avant de quitter le bureau que Mr. Ashby n'était pas revenu et n'avait rien fait dire. « Oh, cela ne fait rien, merci beaucoup, » répondit Charlotte d'un ton qu'elle s'efforçait de rendre allègre. Elle raccrocha d'une main qui tremblait, tout en cherchant à se convaincre qu'au même moment Kenneth devait arriver
chez sa mère. Elle ferma les tiroirs de la commode, mit son chapeau et son manteau et appela la nurse pour la prévenir qu'elle se rendait chez la grand-mère des enfants. Cette dernière n'habitait pas loin, mais pendant son bref trajet dans la nuit, Charlotte, dans chaque silhouette masculine qu'elle croisait, crut reconnaître son mari. Cependant, elle ne le rencontra pas sur sa route et, en entrant dans la maison, trouva sa belle-mère seule. Kenneth n'était pas venu et n'avait pas téléphoné. Assise au coin du feu, Mrs. Ashby tricotait activement et sa simple présence apporta un réconfort à Charlotte. Bien sûr, il était surprenant que Kenneth se fût absenté toute la journée sans rien dire à personne, mais cela n'avait tout de même rien d'inquiétant. Il était si occupé et avait la responsabilité de tant d'affaires que le moindre changement dans ses projets devait l'obliger à prendre des dispositions imprévisibles. Sans doute s'était-il attardé chez un client. Mrs. Ashby se rappelait l'avoir entendu dire qu'il était chargé des intérêts d'un vieil original qui vivait retiré du monde quelque part dans l'État de New Jersey et qui, bien que fort riche, était trop avare pour s'être fait installer le téléphone. C'était probablement chez lui que Kenneth se trouvait retenu. Mais Charlotte ne parvenait pas à contenir sa nervosité. Quand sa belle-mère lui demanda à quelle heure il devait partir le lendemain, elle dut répondre qu'elle n'en savait rien, que Kenneth lui avait simplement fait dire qu'il allait retenir leur place sur le paquebot. Et le simple fait de prononcer ces mots lui fit réaliser une fois de plus ce que cette situation avait d'étrange. Mrs. Ashby reconnut elle-même que c'était bizarre, mais ajouta aussitôt que cela prouvait seulement à quel point Kenneth était bousculé. Mais, mère, il est près de 8 heures. Il devrait comprendre que j'ai besoin de savoir à quelle heure nous partons demain. Oh, le bateau ne part probablement que dans la soirée. Il faut parfois attendre minuit à cause de la marée. C'est sans doute là-dessus que compte Kenneth. Après tout, il a la tête sur les épaules. Non, ce n'est pas cela, dit Charlotte en se levant. Il lui est arrivé quelque chose. Mrs. Ashby ôta ses lunettes et rangea son tricot. Allons, si vous commencez à vous mettre des idées en tête, n'êtes-vous pas inquiète du tout? Je ne suis jamais inquiète avant d'avoir une raison précise de l'être. Sonnez pour demander qu'on serve mon enfant. Voulez-vous rester dîner avec moi? Kenneth s'arrêtera sûrement ici avant de rentrer. Charlotte téléphona chez elle pour prévenir qu'on ne l'attende pas. Monsieur n'était pas encore revenu et n'avait pas appelé. Dès qu'il arriverait, la femme de chambre lui dirait que madame dînait chez Mrs. Ashby. Charlotte suivit sa belle-mère dans la salle à manger et s'assit, la gorge sèche, devant une assiette à laquelle elle ne toucha pas, tandis que Mrs. Ashby faisait honneur à un repas léger, mais soigneusement préparé. Vous devriez manger quelque chose, ma chère enfant, dit celle-ci. Sinon, vous serez vite aussi mal en point que Kenneth. Oui, un peu plus d'asperges, Jeanne, je vous prie. Sur ces instances, Charlotte accepta un verre de sherry et quelques biscottes. Puis, toutes deux retournèrent au salon où le feu avait été entretenu et les coussins du fauteuil remis en place. Quel aspect paisible et familier
avait cette pièce alors que le cœur de Charlotte était en proie à une si cruelle incertitude. Je ferais mieux de m'en aller, dit enfin la jeune femme en se levant. Kenneth ne s'arrêtera sûrement plus ici à une heure pareille. Il n'est pas très tard, ma chère enfant, répondit Mrs. Ashby avec un sourire indulgent. Notre dîner n'a pas duré bien longtemps. 9 heures ont sonné depuis un moment déjà, reprit Charlotte en se levant, et, à vrai dire, je ne tiens plus en place. Mrs. Ashby posa son ouvrage et s'appuya des 2 mains sur le bras de son fauteuil. Je vous accompagne, dit-elle en se mettant debout avec quelque difficulté, car elle boitait légèrement. Charlotte protesta qu'il était trop tard, qu'elle téléphonerait aussitôt que Kenneth serait rentré. Mais la vieille dame avait déjà sonné sa femme de chambre. Si Mr. Kenneth vient, dites-lui qu'il me trouvera chez lui, recommanda-t-elle en mettant son manteau. Puis, suivie de sa belle-fille, elle se dirigea vers le taxi qu'elle avait fait appeler. Pendant le court trajet entre leurs 2 maisons, Charlotte remercia le ciel de ne pas rentrer toute seule. Il y avait, dans la seule présence de Mrs. Ashby, quelque chose de chaud et de réconfortant qui correspondait bien à la clarté limpide de son regard. Au moment où le taxi s'arrêtait devant la porte, la vieille dame posa une main encourageante sur celle de Charlotte en murmurant « Vous verrez qu'il aura laissé un message ». À leur coup de sonnette, la porte s'ouvrit et elles entrèrent. Le cœur de Charlotte battait d'émotion. La confiance dont témoignait sa belle-mère commençait à se communiquer à elle. Vous verrez, répétait Mrs. Ashby. Mais, à leur question, la femme de chambre répondit que monsieur n'était pas rentré et n'avait envoyé aucun message. Vous êtes sûr que le téléphone n'est pas en dérangement suggéra la vieille dame. Il ne l'était pas tout à l'heure, riposta la femme de chambre, mais je vais m'en assurer. Elle s'éloigna et Charlotte se retourna pour accrocher ses vêtements au porte-manteau. Sur la table de l'entrée était posée une enveloppe grise sur laquelle le nom de son mari s'étalait en caractères pâles. « Oh » s'écria-t-elle, se rendant compte tout à coup que pour la première fois depuis des mois, elle était rentrée chez elle sans se demander si elle trouverait une de ces enveloppes grises sur la table. « Qu'y a-t-il donc, ma chère enfant ?» demanda Mrs. Ashby en la regardant avec surprise. Sans répondre, Charlotte prit l'enveloppe et la regarda fixement, comme si son regard avait pu pénétrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis, prise d'une idée subite, elle tendit la lettre à sa belle-mère en demandant « Connaissez-vous cette écriture ?» Mrs. Ashby prit la lettre, mit ses lunettes et s'approcha de la lumière. Charlotte remarqua que l'enveloppe tremblait dans sa main, habituellement si ferme. « Mais cette lettre est adressée à Kenneth !» dit-elle enfin à voix basse. Son ton semblait impliquer qu'elle trouvait la question de sa belle-fille légèrement indiscrète. « Oui, mais cela ne fait rien, » répondit Charlotte avec une résolution soudaine. « Ce que je veux savoir, c'est si vous reconnaissez l'écriture. »« Non, » répondit nettement Mrs. Ashby en lui rendant la lettre. Les 2 femmes étaient entrées dans la bibliothèque.
Charlotte donna de la lumière, ferma la porte et, montrant l'enveloppe qu'elle tenait à la main, déclara : « Je vais l'ouvrir. » « Comment ?» s'exclama la vieille dame d'un ton de surprise choquée. « Voyons, vous ne pouvez pas ouvrir une lettre qui ne vous est pas adressée. Quelle importance cela peut-il avoir maintenant ? » Regardant sa belle-mère bien en face, elle ajouta : « Cette lettre peut m'apprendre où se trouve Kenneth. » Le visage au teint clair de Mrs. Ashby se couvrit d'une pâleur mortelle. Ses joues, habituellement si fermes, parurent se flétrir brusquement. « Pourquoi donc ? Balbutia-t-elle. Qu'est-ce qui vous fait croire ? Cela ne se peut pas. » Les yeux toujours fixés sur le visage altéré de sa belle-mère, Charlotte riposta vivement. « Alors, vous reconnaissez cette écriture ? » « La reconnaître ? Comment pourrais-je la reconnaître ? Mon fils a tellement de correspondants. Mais je sais que... » Elle s'interrompit et leva vers sa belle-fille des yeux suppliants. Charlotte la saisit par le poignet. « Mère, que savez-vous ? Dites-le-moi, il faut me le dire. » « Je sais que lorsqu'une femme ouvre les lettres de son mari en l'absence de celui-ci, il ne peut rien en résulter de bon. » À l'énoncé de ce précepte de morale, Charlotte sentit l'irritation la gagner. Éclatant d'un rire ironique, elle s'écria : « C'est tout ce que vous avez à dire ? Rien de bon ne peut venir de cette lettre, qu'elle soit ouverte ou fermée. Je ne le sais que trop. Mais quel que soit le mal qu'elle puisse apporter, j'ai l'intention de découvrir ce qu'elle contient. » Ses mains, qui tremblaient un moment plus tôt, redevinrent fermes, de même que sa voix. Les yeux toujours fixés sur Mrs. Ashby, elle reprit : « C'est la 9e lettre que Kenneth reçoit depuis notre mariage, toujours dans la même enveloppe grise. J'en ai tenu le compte parce que, chaque fois qu'une de ces lettres arrive, votre fils donne l'impression d'avoir reçu un choc terrible dont il lui faut des heures pour se remettre. Je le lui ai fait remarquer. Je lui ai dit que je devais savoir de qui venaient ces lettres parce que je me rends bien compte qu'elles le mettent dans un état épouvantable. Il ne veut pas répondre à mes questions. Il affirme ne rien pouvoir me dire au sujet de ces lettres. Mais hier soir, il m'a promis de partir avec moi, de partir loin d'elle. » D'une démarche tremblante, Mrs. Ashby s'approcha d'un fauteuil et s'y assit, la tête penchée sur la poitrine, en murmurant simplement : « Ah, alors, vous comprenez à présent ? Vous a-t-il dit qu'il voulait partir pour échapper à ces lettres ? Il a dit qu'il voulait partir, simplement. Il sanglotait et pouvait à peine parler. Mais je lui ai déclaré que je savais qu'il partait à cause de cela. Et qu'a-t-il répondu ? Il m'a prise dans ses bras en disant qu'il irait où je voudrais. »« Dieu soit loué !» s'écria Mrs. Ashby. Il y eut un silence pendant lequel la vieille dame resta assise, les yeux baissés, pour fuir le regard de sa belle-fille. Enfin, elle releva la tête et demanda : « Vous êtes sûr qu'il y a eu 9 lettres ? » ?»« Parfaitement sûr. Celle-ci est la 9e. Je les ai comptées. » »«
Et Kenneth s'est refusé à toute explication. Il s'y est refusé catégoriquement. Quand ces lettres ont-elles commencé à arriver? Vous en souvenez-vous? Demanda encore Mrs. Ashby, dont les lèvres étaient pâles et serrées. Si je m'en souviens, répondit Charlotte avec un rire amer. La première est arrivée le soir où nous sommes rentrés de notre voyage de noces. Il y a si longtemps que cela. Dans ce cas, reprit la vieille dame avec une soudaine énergie, eh bien oui, ouvrez-la. Ces mots étaient si inattendus que Charlotte sentit le sang battre contre ses tempes et ses mains se remirent à trembler. Elle tenta de glisser son doigt sous la patte de l'enveloppe, mais celle-ci était si soigneusement collée qu'elle dut aller chercher un coupe-papier sur le bureau de son mari. En déplaçant les objets familiers que les mains de Kenneth avaient touchés si récemment encore, elle éprouva un frisson glacé, comme si ces objets avaient appartenu à quelqu'un qui venait de mourir. Dans le profond silence de la pièce, le bruit que fit le papier en se déchirant résonna comme un cri humain. Charlotte tira la feuille de l'enveloppe et s'approcha de la lampe. « Eh bien ?» demanda Mrs. Ashby d'une voix étouffée. Charlotte ne répondit pas, ne bougea pas non plus. Penchée au-dessus de la feuille de papier, elle l'approchait de plus en plus de la lumière. Sa vue devait être brouillée, ou bien elle était éblouie par le reflet de la lumière sur la surface unie du papier, car elle avait beau forcer ses yeux au maximum, elle ne distinguait que quelques pâles traits de plume, si indistincts qu'il lui était impossible de les déchiffrer. « Je ne vois rien, » murmura-t-elle. « Que voulez-vous dire, mon enfant? L'écriture est illisible, attendez. » Elle retourna vers le bureau et, s'asseyant sous la lampe de travail de Kenneth, posa la lettre sous une loupe. Sa belle-mère l'observait avec une attention soutenue. « Eh bien ?» demanda de nouveau la vieille dame de la même voix étouffée. « Eh bien, les caractères ne sont pas plus nets. Je ne peux rien lire. » Vous voulez dire qu'il n'y a rien d'écrit sur cette feuille de papier? Si, il y a des caractères tracés dessus. J'arrive à distinguer quelque chose comme « à moi » et « viens ». Oh oui, on dirait que c'est « viens ». Mrs. Ashby se leva brusquement. Son visage était devenu encore plus pâle. Elle s'avança vers le bureau, s'y appuya des deux mains et, semblant faire un violent effort sur elle-même, elle ordonna « Faites voir ». Charlotte était devenue aussi pâle que sa belle-mère. « Elle sait », se dit-elle en poussant la lettre de son côté. Mrs. Ashby se pencha sur la feuille de papier sans la toucher. Immobile, Charlotte l'observait, comme la vieille dame l'avait observée lorsqu'elle tentait de déchiffrer la lettre. Mrs. Ashby mit ses lunettes et se pencha davantage sur la feuille étalée sur le bureau, en évitant toujours soigneusement de la toucher. La lumière de la lampe tombait directement sur son visage et Charlotte ne put s'empêcher de penser combien la physionomie la plus ouverte peut dissimuler
de sentiments inconnus. Elle n'avait jamais vu les traits de sa belle-mère exprimer autre chose que les émotions les plus saines. Cordialité, bienveillance, amusement, sympathie, avec, de temps à autre, un éclair de saine colère. Maintenant, ses traits semblaient refléter la haine, la frayeur, une consternation incrédule et même une sorte de défi. On aurait dit que de mauvais esprits, se disputant l'âme de la vieille dame, avaient défiguré son visage à leur propre ressemblance. Enfin, elle releva la tête. « Je ne peux pas, je ne peux pas, balbutia-t-elle d'un ton d'enfantine détresse. Vous ne pouvez pas la lire, vous non plus. Elle secoua la tête et Charlotte vit 2 larmes couler le long de ses joues. Aussi familière que vous soit l'écriture, insista Charlotte, les lèvres nerveusement crispées. Sans relever le défi, Mrs. Ashby répondit « Je ne peux rien lire, rien. » « Mais vous reconnaissez l'écriture ?» La vieille dame releva craintivement la tête et son regard inquiet fit le tour de la pièce. « Comment vous dire ? J'ai été surprise tout d'abord. Surprise par la ressemblance. Eh bien, j'ai pensé, vous feriez mieux de parler franchement, mère. Vous avez vu tout de suite que c'était son écriture. Oh, attendez, ma chère enfant, attendez. Attendre quoi ? Mrs. Ashby leva les yeux, et son regard, sans s'arrêter sur Charlotte, alla se poser sur le mur, au-dessus du bureau de son fils. Charlotte, qui suivait ce regard, éclata d'un rire accusateur. « Je n'ai pas besoin d'attendre davantage, vous venez de me répondre. Vous regardez exactement l'endroit du mur où son portrait était accroché. »« Chut !» murmura Mrs. Ashby avec un geste de mise en garde. « Oh, ne vous figurez pas que quoi que ce soit puisse m'effrayer encore !» s'écria Charlotte. La vieille dame restait penchée au-dessus de la feuille de papier et ses lèvres remuaient faiblement. « Mais nous devenons folles, murmura-t-elle d'un ton plaintif. Nous devenons folles toutes les deux. Nous savons bien que de telles choses sont impossibles. Charlotte lui jeta un regard compatissant avant de répondre. J'ai appris depuis longtemps maintenant que tout était possible. Même cela, oui, même cela. Mais la lettre, après tout, il n'y a rien dans cette lettre. Peut-être que Kenneth y voit quelque chose. Comment le savoir ? Je me rappelle l'avoir entendu dire un jour que lorsqu'on était habitué à une écriture, le moindre trait de plume devenait lisible. Je comprends maintenant ce qu'il voulait dire. Il était habitué à cette écriture-là. Mais les rares caractères que l'on peut distinguer sont si pâles, personne ne serait capable de déchiffrer cette lettre. Je suppose que tout ce qui se rapporte à un fantôme est pâle, répondit Charlotte avec un rire strident. Mon enfant, ne dites pas cela. Pourquoi ne le dirais-je pas ?
alors que les murs eux-mêmes nous le crient à la face. Quelle importance cela a-t-il que ces lettres soient illisibles pour vous ou moi? Si vous-même pouvez voir le visage de cette femme sur ce mur nu, pourquoi Kenneth ne pourrait-il pas lire son écriture sur ce papier vierge? Ne comprenez-vous pas qu'elle est partout dans cette maison et d'autant plus proche de lui qu'elle reste invisible à tous les autres? La jeune femme, secouée de sanglots, se laissa tomber sur un siège et enfouit son visage dans ses mains. Au bout d'un moment, une légère tape sur l'épaule lui fit relever la tête et elle vit sa belle-mère penchée au-dessus d'elle. Les traits de Mrs. Ashby étaient toujours ravagés, mais le regard avait repris son calme habituel. Malgré l'angoisse qui la torturait, Charlotte sentit une fois de plus le réconfort de cette présence. Demain, murmurait la vieille dame, vous verrez que demain, nous aurons l'explication. L'explication, interrompit Charlotte, et qui nous la donnera? Je voudrais bien le savoir. Mrs. Ashby recula un peu et se redressa péniblement. C'est Kenneth lui-même qui nous la donnera, s'écria-t-elle d'une voix forte. Et, comme Charlotte ne répondait pas, elle poursuivit. Mais en attendant, nous devons agir. Il faut prévenir la police immédiatement, sans perdre une minute. Nous devons tout faire, tout. Charlotte se leva lentement et avec raideur. Ses articulations étaient rouillées comme celles d'une vieille femme. Exactement comme si nous pensions que ce que nous faisons puisse avoir une utilité quelconque, demanda-t-elle. Oui, répondit Mrs. Ashby d'un ton résolu. Alors, Charlotte se dirigea vers le téléphone et décrocha le récepteur.